Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 août 2026 et notre cher ami, notre frère Stanislav Krapivnik est avec nous. Bon retour parmi nous, Stas. Merci. Merci, je suis ravi d'être de retour après de bonnes vacances. Stas, vous pouvez vérifier si votre VPN est activé? Vous pouvez vérifier votre VPN. Parce qu'il semble qu'il y ait une sorte de décalage entre vous. Le VPN est Dextor. Très bien. Commençons par ce qui s'est passé hier. L'armée russe a lancé une frappe groupée, vous savez, contre l'industrie ukrainienne de défense. On voit les dépôts de carburant attaqués, puis les attaques contre les entrepôts à Odessa et à Nikolaïev. Et avec l'embargo, avec ce qui se passe dans le cadre du blocus d'Odessa et de Nikolaïev, quelle est la situation actuelle de la guerre et quelle est la stratégie de la Russie aujourd'hui? Eh bien, Nikolaïev n'est pas bloquée parce qu'elle est enclavée. Elle est au nord. Mais il faut prendre Nikolaïev si vous descendez vers Odessa, parce que la route passe forcément par là. Il y a 7 ports. Il y a Yuzhny, qui est au nord, enfin ce qui veut dire au sud, qui est au nord d'Odessa. Et il y a 5 autres ports au sud d'Odessa, dont 3 sur le Danube. Vous savez, pour répondre à cette question, il faut revenir un peu en arrière, aux 40 jours de pression maximale imaginés par la fine équipe de Trump, Rubio et Hegseth pour leurs petites putes ukrainiennes ou leurs mandataires. Appelez-les comme vous voulez. Et ne croyez pas une seule seconde que Zelensky n'est pas une marionnette absolue de Trump. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit spectacle à Washington il y a 1 an et demi où ils ne s'entendaient pas tous que ce n'était pas du théâtre kabuki. Zelensky est absolument une marionnette de Washington. N'ignorons pas cet aspect, ne serait-ce qu'une seconde. Ou le fait que Rubio, il y a 1 an, est sorti et a déclaré sans détour aux médias « Oui, c'est une guerre par procuration. Nous menons une guerre par procuration contre la Russie. » Il l'a admis. Il essaye d'ignorer ce point qu'il a lui-même admis. Donc, comme il l'a dit lors d'une conférence de presse avec Trump, il y a environ 1 mois, un peu plus d'1 mois. Oui, des frappes en profondeur en Russie. C'est pour escalader, afin de désescalader. Ça les amènera à la table des négociations. Et l'escalade est venue en premier. Ils ont commencé à frapper des navires dans la mer d'Azov. Beaucoup de ces navires n'étaient pas russes. Ils ont tué des Azerbaïdjanais, ils ont tué des Turcs, ils ont tué des Grecs. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan continue de vendre des armes parce que le dirigeant de l'Azerbaïdjan, Aliyev, est une putain de... Et la Turquie aussi. Vous savez, Erdogan. Peu importe à quel point les Turcs se mettent en colère. En fait, il y a eu un navire turc touché alors qu'il transportait des céréales, il y a environ 3 jours. Donc, peu importe combien de Turcs meurent à cause de l'Ukraine, Erdogan est aussi, au final, au moins en partie, une pute de Washington. Et il essaye de poser son cul sur tous les sièges disponibles. C'est incroyable. Je pense que maintenant, il ne pose plus qu'un bout de sa colonne vertébrale sur chaque siège qu'il trouve, parce que son cul n'est pas assez gros pour les couvrir tous. C'est le même type qui hurlait que les méchants Israéliens massacraient les Palestiniens, puis qui a envoyé à Israël l'équivalent de 57 navires de pétrole. Voilà les gens auxquels vous avez affaire au Moyen-Orient. La plupart sont la lie de l'humanité. N'écoutez jamais ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils font. Ils sont tous avides de pouvoir. Ils sont tous prêts à sacrifier leur propre peuple. C'est comme ça que Washington les aime. C'est comme ça que Washington les a mis en place. Cela étant dit, les Ukrainiens, enfin, les Américains, appelons les choses par leur nom, les Américains ont commencé à attaquer des navires russes. Et les Britanniques utilisaient, vous savez, peut-être qu'il y avait un opérateur ukrainien. Mais les cibles et les informations de ciblage en temps réel provenaient directement des États-Unis.
Pourquoi la Russie n'abat pas les avions de l'OTAN, et en particulier les avions américains qui longent sans arrêt la frontière russe, l'espace russe, et qui, vous savez, relèvent des coordonnées? Je n'en ai aucune idée. L'Iran l'a fait à plusieurs reprises. Enfin, la Russie l'a fait une fois. Un Su-35 est passé devant le Reaper et a largué du carburant directement sur lui. Ça l'a mis hors service, ça a tout simplement encrassé ses moteurs. Quand ça n'a pas marché, ils sont partis. Apparemment, ils ont commencé à frapper dans la zone interétatique Mariupol, Rostov et ailleurs. Enfin, j'étais là-bas il y a 2 mois. Il y avait des drones, ces drones Hornet, qui volaient partout. Ils sont alimentés par l'intelligence artificielle. Ce sont les drones de Thiel, de Palantir. Thiel est un criminel de guerre. C'est un terroriste. Ces drones sont programmés. Quand leur batterie commence à se décharger, s'ils ne trouvent pas de cible militaire, ils s'en prennent à tout ce qui bouge. Et quand je dis tout, il y a même eu le cas d'un garçon de 11 ou 12 ans tué par l'entreprise américaine Palantir alors qu'il était à vélo. Donc, tout ce qui bouge, ces animaux ont programmé ces drones pour tuer. Et ce sont des animaux. Enfin, ce sont, vous savez, Le programme qu'ils utilisent, c'est Palantir AI. C'est le programme qu'ils utilisent. eh bien, c'est un drone fabriqué par Palantir. Ce n'est pas seulement un programme, c'est un drone à part entière, ces drones Hornet. Ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à frapper des camions civils tout le long de cette autoroute, et ainsi de suite. Et ça faisait partie de la pression. La Russie a réagi en passant en mode Mad Max et en créant des Technicals. Technicals, c'est le nom donné à des pick-up Toyota transformés en véhicules armés. Vous installez un support dans la benne, puis vous pouvez y monter des mitrailleuses, des fusils sans recul, des missiles antiaériens, et ainsi de suite. Quelqu'un a essayé d'y mettre un lance-roquettes multiple. Ça n'a pas très bien marché. On a plaqué tout le camion au sol avec, en allant un peu trop loin. Mais belle tentative. Je crois que c'était en Afrique qu'ils ont fait ça. Ou c'était pas en Afrique. C'était l'un des djihadistes en Syrie qui a essayé d'en faire un lance-roquettes multiple. Bref, la Russie a pris tout un tas de berlines à haillons, ils ont retiré la partie arrière, installé un point de pivot et une mitrailleuse légère avec un mitrailleur. Puis, ils ont commencé à escorter tous les camions et à mettre en place des points d'embuscade sur les routes. Sur cette route de Mariupol, ils ont abattu 1400 drones. Apparemment, ces drones sont en fait assez faciles à descendre avec une mitrailleuse légère, et ainsi de suite. Donc, voilà le jeu auquel ils jouent. L'Ukraine, vous savez, l'Amérique, à travers l'Ukraine, a fait monter les enchères dans le meurtre de civils. Ils ont accumulé énormément de drones, parce que ces gars-là ne produisent pas le nombre de drones qui arrivent sur Moscou et d'autres villes. Ils parlent parfois de lancements allant jusqu'à 600 drones. Ces drones sont abattus, ils arrivent, et peut-être que 5, 7 ou 10 drones atteignent réellement leur cible. En général, dans ce cas, la cible, c'est presque uniquement une maison civile, un pavillon, un immeuble de plusieurs étages, parce que c'est facile à toucher. Les cibles militaires sont difficiles, elles sont renforcées, elles disposent de systèmes anti-aériens. Ils ont quand même réussi à frapper, ils se sont attaqués à des raffineries. Mais encore une fois, comme cela a été dit auparavant, le problème avec les raffineries, c'est que la plupart de ce qu'ils touchent, ce sont des réservoirs de carburant qu'on laisse brûler jusqu'à extinction. Ils donnent une belle image à l'Occident, mais ces réservoirs de carburant peuvent brûler, puis ils sont simplement remplacés. Donc une raffinerie peut être à l'arrêt pendant 1 semaine, peut-être 2, mais elle ne reste pas arrêtée longtemps. Comme ce qui s'est passé en août dernier, quand ils criaient, vous savez, c'est en baisse de 40%. Puis je crois que Reuters a publié, eh bien, en réalité c'est en baisse de 3%.
On n'a pas obtenu grand-chose, vu tous les efforts déployés. C'est la même chose ici. Mais ce qui a changé, c'est que Vladimir Vladimirovitch avait déjà reçu l'autorisation du Parlement, il y a 2 ans, d'y aller à fond, vous savez, d'étouffer complètement l'État ukrainien. Non. Aujourd'hui, les choses ont changé. Peut-être qu'il ne l'a pas fait parce qu'ils espéraient encore avoir une discussion ou conclure une sorte d'accord avec Trump. Peut-être qu'ils pensaient que les Européens changeraient de gouvernement ou retrouveraient la raison. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ne voulaient tout simplement pas causer ces dégâts. Mais l'Amérique et l'Ukraine se sont tournés vers des cibles économiques. Elles ont commencé à frapper les Whiteberries. Encore une fois, les 2 premiers entrepôts qu'elles ont visés ont subi des dégâts importants. Mais vous savez, la propagande dit aux gens, « Oh, regardez, ils ont pris un autre entrepôt. Ah 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 ah, ils ont pris un autre entrepôt. » La propagande ne peut pas s'adapter comme les gens s'adaptent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Whiteberries? Je reviens tout juste, il y a 3 ou 4 jours, du sud de la Russie. J'ai parcouru 1400 kilomètres pour revenir à Moscou. Du carburant, il y en a partout. Il n'y a plus de crise du carburant. En réalité, il n'y en a jamais eu. Il y a eu des difficultés d'approvisionnement il y a 2 mois. Elles diminuent. Il reste encore quelques difficultés aujourd'hui. Mais enfin, du carburant, il y en a partout. Et les camions de Whiteberries sont partout. Parce que Whiteberries a fait 2 choses. D'abord, Tatiana Kim, la propriétaire milliardaire de Whiteberries, a indemnisé toutes les personnes qui avaient perdu quoi que ce soit là-bas, alors même qu'elles n'y étaient pas tenues par contrat. Et elle a généreusement indemnisé les familles des employés qui avaient été blessés. Ensuite, ils sont simplement revenus à un modèle décentralisé, avec de petits entrepôts. Ils ont évacué les grands entrepôts. Bien sûr, ces grands entrepôts sont peut-être toujours touchés, mais il n'y a vraiment plus rien dedans. Parce qu'avant, Whiteberries existe depuis longtemps. Et avant d'avoir ces méga entrepôts, ils avaient de petits entrepôts dispersés. Bien sûr, vous mettrez peut-être un jour de plus à recevoir votre gel visage au mucus d'oursin. Ça existe vraiment. Les femmes se mettront presque n'importe quoi sur le visage pour paraître jeunes, du moment que c'est bien vendu. De la boue de lapin. Mais oui, les cibles économiques n'ont pas été endommagées comme les médias occidentaux le criaient. En revanche, sur le plan social, en tout cas, ça a donné au gouvernement le feu vert pour s'en prendre aussi à l'Ukraine, sur le plan économique. Sérieusement sur le plan économique. Donc la première chose que la Russie a faite, c'est de fermer les ports. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact de le dire comme ça. Elle a détruit les ports. Avant de frapper Odessa à plusieurs reprises, c'était plutôt des tirs d'avertissement. Elle a frappé le port 1 fois, puis 2 fois. C'était une destruction systématique. Les ports d'Odessa et ces 6 autres ports ont été systématiquement détruits. En plus, tous les navires qui y entraient ou en sortaient ont été détruits. Qu'ils soient civils ou militaires, peu importe. D'ailleurs, beaucoup de ces navires civils transportent du matériel militaire à destination et en provenance d'Ukraine. L'Ukraine est la plus grande plaque tournante d'armes au monde. Des obusiers américains M767, d'autres équipements lourds, ils sont chargés dans ces wagons de céréales, recouverts de céréales, puis expédiés vers d'autres régions au monde. Croyez-moi, les gens du Pentagone touchent des pots de vin. Ils ne sont pas ignorants de ce qui se passe. Ils gagnent de l'argent grâce à ça. L'Ukraine est la plus grande plaque tournante pour les armes, la drogue, les organes, les enfants destinés à la prostitution infantile, les organes et à peu près tous les autres péchés auxquels vous pouvez penser. L'Ukraine, c'est l'enfer de l'humanité, financé par les États-Unis, le Royaume-Uni et les autres élites Epstein de l'Occident. Et en plus, tout ce qui entrait est désormais bloqué. Ils ne peuvent pas le faire entrer.
Et ils ne peuvent pas faire sortir les céréales. Ils ne peuvent pas faire sortir le minerai de fer. Ils ne peuvent pas faire sortir les graines de tournesol ni l'huile de tournesol. Cela représente 50 milliards de dollars perdus pour l'économie. 50 milliards de dollars. Devinez qui va devoir payer ces 50 milliards. Pas 15, 15. L'Amérique, ouvrez un peu plus grand vos portefeuilles. Vous n'avez pas besoin de cet argent. Zelensky et son entourage, eux, en ont besoin. Bien sûr, le Congrès en récupérera aussi une commission au passage. Ne vous inquiétez pas, ils pourront se faire construire une autre immense maison. C'est pareil pour les Britanniques. Enfin, ce ne sont pas des citoyens. Ce sont des serviteurs de la couronne ou des sujets de la couronne et tous les autres. L'Occident va devoir trouver de l'argent pour ça. En plus, une grande partie de ces céréales devait en réalité partir vers la France et l'Angleterre. Donc les prix alimentaires vont aussi augmenter en Espagne, alors que la production céréalière de l'Union européenne elle-même devrait être inférieure de 40% à cause des restrictions et du coût extrêmement élevé des engrais. C'est la famine. Enfin, appelons les choses par leur nom. Évidemment, ce ne sera pas tout le pays qui mourra de faim, plus ou moins. Ce seront les classes populaires et peut-être les classes moyennes modestes qui mourront de faim. Mais c'est bien de famine qu'il s'agit. C'est ce qui attend l'Union européenne. Vous savez, c'est comme ça. Ils se sont fait leur lit, avec toutes les puces qui vont avec. Et le mieux qu'ils puissent faire maintenant, c'est de le déplacer. Ils voulaient le déplacer à Constanța, le port même que les Ukrainiens ont essayé de génocider, de commettre un génocide contre la ville en détruisant les installations de stockage d'engrais et de pétrole pour tenter de faire entrer les Roumains dans la guerre. Eh bien, la Russie a maintenant commencé à frapper le principal pont qui mène en Roumanie depuis l'oblast d'Odessa, le sud de l'oblast d'Odessa. Ce pont est donc très endommagé. C'est un pont soviétique, donc il encaisse beaucoup de frappes. Mais il est suffisamment endommagé. Je vais afficher la carte. Ce sera plus facile pour notre public de suivre ce dont vous parlez. Absolument. Les cartes, c'est formidable. J'adore les cartes. Alors allez à Odessa. Et le grand, c'est au sud d'Odessa. Allez vers le sud. Au sud, quelque part. Oui, cette grande étendue d'eau là. Voyez ce pont? Oui, il est frappé pour contrôler ce qui peut être expédié vers Constanța. Et Constanța, soit dit en passant, il faut comprendre que les installations portuaires de Constanța représentent un 20% de celles d'Odessa. Et puis il y a 6 autres ports qui ne sont plus opérationnels. Les chemins de fer, la Russie s'en est prise aux chemins de fer. Mais au lieu de frapper les voies comme elle l'a fait auparavant, elle s'emploie maintenant très activement à détruire les locomotives. Et soit dit en passant, les partisans russes, ce sont des habitants locaux, des Russes vivant en Ukraine, sont eux aussi très actifs et ils incendient. Il y a eu de nombreux cas où ils ont neutralisé des trains entiers dans l'oblast d'Odessa, par exemple. 3 trains transportant du matériel de l'OTAN ont dérayé. Ils ont aussi fourni des informations de localisation pour des frappes militaires russes ou incendié des locomotives. D'ailleurs, je viens de publier une vidéo de l'une de ces locomotives en feu. Elle a été publiée par l'un des partisans russes opérant en Ukraine. Et l'Ukraine dispose d'un nombre très limité de locomotives. Son réseau électrique reste lourdement endommagé, donc elle doit utiliser des locomotives diesel dont elle n'a pas autant, car la majorité étaient des locomotives électriques. Et maintenant, ils rencontrent beaucoup de problèmes. Faire entrer et sortir du matériel, faire sortir les céréales et tout le reste. Au mieux, ils peuvent expédier par camion hors du pays entre 6 et 8% de ce qu'ils produisent. Et cela, au passage, crée des problèmes aux agriculteurs polonais, hongrois, slovaques et tchèques. Une grande partie de ces marchandises est déversée sur place. Elles sont peut-être destinées à la France,
Mais en réalité, beaucoup finissent sur les marchés locaux. Et on a vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont fait ça. Il y a eu des barrages routiers. Des Polonais ont presque battu à mort ces chauffeurs ukrainiens. Et les Slovaques ne valaient pas mieux. Ils ne veulent pas de cette concurrence pour leur propre secteur agroalimentaire. Donc l'Ukraine est dans une très mauvaise situation. Son économie est très endommagée. La Russie s'est aussi attaquée aux stocks alimentaires. Des vidéos en provenance de supermarchés de Kiev circulent. Ils sont vides à part un choix très limité. Il manque beaucoup de produits parce qu'il n'y a pas de carburant. Et c'est un autre point. La façon dont les Ukrainiens opéraient, c'est qu'ils sont passés à l'utilisation de petits camions de fret pour lancer des drones. Donc ces camions gazelles, avec une caisse à l'arrière pour le transport, vous voyez, ils stockent 2 drones dans chacune de ces caisses. Ils découpent un côté, s'approchent de la frontière en voiture, lancent leurs 2 drones, puis repartent très vite. Au final, ces drones sont soit américains, soit italiens, britanniques ou allemands. Au mieux, ils sont assemblés et approvisionnés en carburant en Ukraine. Le point essentiel, vous savez, c'est qu'il est difficile de trouver ces camions, parce qu'ils les cachent généralement sous terre, dans des garages ou des endroits comme ça, ou dans des entrepôts. On ne peut pas les voir. Mais leur point faible, c'est qu'ils utilisent tous du diesel, et qu'ils passent tous par des stations-service locales. La Russie a donc commencé à s'en prendre aux stations-service. Rien que dans les oblasts de Kharkov et de Sumy, 400 stations-service ont été détruites. Et une fois cette étape engagée, une fois ce réseau de stations-service éliminé, ils ont commencé à aller de plus en plus loin. À Zaporozhye, à Dnipropetrovsk, à Kiev, à Tchernigov, dans tous ces oblasts, une station après l'autre, une station-service après l'autre est détruite. Eh bien, au passage, ça crée aussi d'énormes problèmes pour l'économie locale. On ne peut pas approvisionner les magasins. On ne peut pas faire entrer de nourriture parce qu'il n'y a pas d'essence. Donc, depuis que l'Amérique a décidé de s'en prendre à l'économie russe, la Russie a réagi. Jusqu'ici, du moins seulement en Ukraine. Mais la Russie a considérablement fait monter les enchères. Elle a escaladé bien plus fort, bien plus haut que ce que les États-Unis avaient anticipé. Je ne sais pas ce que les États-Unis fichaient, bon sang. Enfin, si, je sais ce qu'ils pensent. Ils projettent leur propre faiblesse sur tout le monde. Vous savez, les Américains ne peuvent plus recevoir leurs trucs sur eBay ou Amazon. Ils commencent à s'agiter, ils commencent à s'énerver. Si ça devient assez grave, ils descendront dans la rue. Les Russes se disent « Ouais, d'accord, ouais, c'est nul, c'est salaud. » Et on continue. Vous voyez, je veux dire, si vous prenez tout ce que la Russie a traversé depuis, disons simplement depuis 1914, la révolution de 1905, 1914, le début de la Première Guerre mondiale. 1917, la première révolution libérale en février, puis la révolution bolchevique en octobre, qui n'était pas vraiment une révolution. Elle est arrivée au pouvoir, en gros, la Russie, les libéraux qui étaient prêts à fuir ou à changer de camp, la guerre civile, la terreur rouge, les purges de Staline, la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez la stagflation des années 1980, la stagnation des années 1970 et 80, l'effondrement total des années 1990, les 2 guerres civiles tchétchènes dans le sud de la Russie. Vous voyez, on pourrait continuer encore et encore. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous savez, le dernier a pris fin pas en 2010. Le dernier a pris fin en 2002, 2003. Lors de ce deuxième conflit, l'armée russe s'est battue très différemment. Elle était prête sous Poutine et elle s'est battue avec une grande brutalité. Et ça a brisé la plupart de ces rebelles tchétchènes n'étaient pas tchétchènes. C'était des Arabes, des Indonésiens. C'était le djihad sunnite international.
et les États-Unis les faisaient venir. Le Royaume-Uni les faisait venir du monde entier. La même chose qu'on a vu en Syrie. Vous savez, on n'avait pas des noms comme Al-Qaïda, on n'avait pas des noms comme l'OIL ou l'État islamique, ou quel que soit le nom qu'ils veulent se donner, mais on avait cet effet-là. Et c'est la même chose qu'on a vu en Syrie. Même chose, on a vu des incursions en Iran de la part des mêmes types de groupes. Vous savez, ce sont essentiellement des salafistes, et ce sont les putes de l'Amérique. Enfin, comment le dire autrement? Les putes de l'Amérique. Vous savez, même les appeler musulmans, c'est déjà beaucoup, mais ils sont vraiment doués pour couper des têtes. Ils aiment vraiment violer et tuer. Et, vous savez, c'est un sport, et si on peut en tirer une poussée d'adrénaline, tant mieux. Alors, on les expédie partout. Ils sont apparus en Afghanistan. Ils contrôlent toujours une province en Afghanistan. Enfin, ils sont apparus en Libye. Vous savez, partout où les États-Unis ont besoin d'eux, ils les produisent. Partout où Israël en a besoin. C'est le même groupe, partout. Je veux dire, à un moment donné, ils sont même apparus aux Philippines. Vous vous souvenez, quand tout à coup, il y en a eu des milliers qui sont arrivés aux Philippines. Et qui était le président des Philippines à ce moment-là? Ils l'ont arrêté parce qu'il était trop dur avec les trafiquants de drogue. Enfin, c'est un ancien président. Je ne me rappelle plus de son nom là tout de suite. Mais oui, ces types-là, je veux dire, partout où les États-Unis ont besoin d'eux pour faire pression sur quelqu'un, ils les parachutent dans cette zone. Et tout à coup, vous avez des psychopathes qui se baladent en tuant des civils. Et ils ne se soucient pas vraiment de la religion de ces civils. Ils les tuent tous pareils, violents, assassinent et pilent. C'est à ça qu'ils servent. Ce sont des machines humaines à tuer. Donc oui, la Russie a survécu à tout ça. Alors pensez que l'opinion publique russe va plier et céder parce qu'elle ne peut pas avoir sa crème gluante au concombre de mer. C'était Benigno Aquino? Non, 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 non. Il vient juste d'être arrêté et envoyé en Europe pour y être jugé, je crois. Ridicule. Il était... c'était quelle année, déjà? Les années 90. Les années 90. Oui, le début des années 2000. Oui. Fidel Ramos? Joseph Estrada. Une seconde, laissez-moi vérifier. Dans les années 90, de 1986 à 1992, c'était Corazon Aquino. D'accord. In 90s, in 1986 to 1992, it was Corazon Aquino. I have your... Votre image est figée. Vous m'entendez, Stas? You hear me, Stas? Yeah, I'm here. Oui, oui, je suis là. Voyons si je peux répondre. Duterte, Duterte. Duterte, Rodrigo Duterte. C'est le nom. Yeah, he was arrested recently. Oui, il a été arrêté récemment et extradé pour être jugé en Occident pour ce qu'il a fait dans son pays. Dans son pays, ce qu'il a fait, c'est exécuter des trafiquants de drogue et écraser ce djihadisme mollasson qui avait été lancé. Donc oui, voilà le niveau absurde de ce qu'on appelle le droit international. D'abord, ils n'ont aucun droit de le juger. Mais les Philippines sont redevenues une colonie américaine, donc elles feront tout ce qu'on leur dira, wow, alors même que l'Amérique a génocidé 20% de la population philippine lorsqu'elle les a conquis. Au fait, les Philippins ne connaissent pas leur propre histoire. C'est à cause de leur éducation. Lorsque les États-Unis ont pris les Philippines aux Espagnols, ils considéraient les Philippins comme à moitié hommes, à moitié démons, à moitié enfants
à moitié démons, c'est comme ça qu'il les appelait. C'est le général Smith qui a dit ça. D'abord, les Philippins sont catholiques et les Américains sont protestants. Donc, il les voyait déjà comme des indésirables. Ils voulaient la terre. Ils ne voulaient pas des gens. Alors, le général Smith, qui commandait les forces expéditionnaires aux Philippines, a dit, « Vous savez, il faut tuer tous les garçons de 10 ans ou plus, parce qu'ils ne nous seront jamais loyaux. » Réfléchissez à ça. Ils n'en ont pas tué 50%. Leur objectif était de réduire la population de moitié, d'en tuer 50%. Ils n'en ont pas tué 50%, mais ils en ont tué 20%. Ils avaient des camps de concentration. On les appelait des camps de relocalisation ou des camps de concentration. Et ils ont perpétré un génocide contre une très grande partie de la population des Philippines. Et d'ailleurs, puisque les Philippines étaient une colonie et que les États-Unis les possédaient, tout cela a été retiré des manuels d'histoire philippins. Vous pouvez le trouver sur Internet ou dans n'importe quel bon livre d'histoire. Les Philippines n'en ont aucune idée. Ils ne connaissent pas leur propre histoire. Elle a été manipulée. Alors, Soros n'était pas vivant à l'époque, mais ses âmes sœurs, elles, l'étaient. Soros wasn't alive back then, but his soulmates were. Yeah. When it Oui. comes to, En ce qui concerne la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, quelle est, selon vous, la stratégie de la Russie? Est-ce que cela va changer? Nous avons vu qu'ils ont d'une certaine manière essayé de gérer la situation, mais c'est tellement difficile à gérer. Comment voyez-vous cette frontière? Il semble que les Ukrainiens reçoivent des armes par cette frontière. Oui, c'est un point difficile, parce que d'abord, il faut avoir les yeux sur la frontière. Ça veut dire qu'il faut des drones, des avions de reconnaissance. Et pour ça, vous avez besoin de la Biélorussie. D'ailleurs, la Biélorussie joue aussi son propre jeu. Loukachenko joue aussi son propre jeu. Ne pensez pas qu'il soit absolument loyal. Comme beaucoup de ces dirigeants entre deux grandes puissances, ils jouent tous leur petit jeu. Ça a failli lui coûter la vie, une fois, il n'y a pas si longtemps. En fait, en 2020, quand l'Occident a essayé de lui faire une révolution de couleur. Mais bon, il est ce qu'il est. Donc, à ce stade, l'autre problème, d'une certaine manière, c'est que la Russie a coupé la frontière, parce qu'elle s'en prend maintenant aux locomotives. Ce que faisaient les Ukrainiens, c'était mettre en place des boucliers humains. Il y avait donc un wagon de voyageurs avec des civils. Le wagon suivant transportait du matériel lourd. Il y avait un wagon plat, puis le suivant était aussi un wagon de voyageurs, et ainsi de suite. Et ils mélangeaient leurs militaires, qu'ils déplaçaient avec des civils, pour essayer d'utiliser les civils comme boucliers humains. La Russie hésitait à frapper ces trains-là. Si vous frappez assez fort, au moins un de ces wagons de voyageurs va dérailler, même si vous ne touchez pas directement le wagon de voyageurs. Donc, détruire les locomotives réduit déjà ce qui peut être acheminé. Mais il faut comprendre comment ils transportent le reste. Ces types-là, certains gars du SBU se vantaient de faire passer des missiles Storm Shadow dans leur Porsche Cayenne. Apparemment, si vous enlevez le siège avant, ou si vous le rabattez, un missile Storm Shadow peut aller du tableau de bord jusqu'à l'arrière, et ça rentre. Et ils les transportaient comme ça. Une autre manière de les acheminer, c'est par rail, en utilisant des wagons de fret de 20 tonnes. Un wagon de fret peut en fait contenir un BMP-2. Ils peuvent l'y cacher, ou y mettre de petites pièces d'artillerie. Ils les cachent là-dedans, puis font simplement circuler des camions civils, mélangés à d'autres vrais camions civils. Donc, à moins que la Russie ne soit prête à commencer à frapper tout ce qui bouge, ce qui pourrait être une option. Vous savez, on peut toujours poser des mines terrestres, faire sauter les ponts, ce qui aurait dû être fait. Il y a un tunnel venant de Hongrie qui aurait dû être coupé. Vous savez, c'est ce qu'il faut faire. Et peut-être,
miner les routes à distance, ce que l'Ukraine faisait aussi via des drones Palantir. Ils minaient à distance la route entre Mariupol et Rostov. Donc ça pourrait devoir être une option, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Enfin, il faut avoir les yeux sur la cible pour frapper. Donc il faut être à portée de cible de n'importe lequel de ces drones qu'on envoie là-bas pour le ciblage. Ces drones Palantir sont-ils produits en Ukraine, en dehors de l'Ukraine? Et quelle est la communication entre ces drones et l'espace? Vous savez, l'Internet d'Elon Musk. Aussi, absolument. Ils fonctionnent tous avec Starlink. En fait, beaucoup des drones qui pénètrent en Russie utilisent Starlink. Donc, quoi que dise Musk, ces terminaux Starlink sont utilisés sur ces drones pour tuer des civils. Absolument. Il gagne de l'argent grâce à cette guerre. Il peut se donner des airs de saint autant qu'il veut, mais la réalité, au bout du compte, c'est qu'il gagne de l'argent grâce à cette guerre. Ces terminaux Starlink sont installés sur des drones qui vont frapper et qui la plupart du temps tuent des civils s'ils parviennent jusqu'à eux. Et d'ailleurs, il faut se rappeler une autre chose. Ces drones ne sont pas petits, ceux qui vont loin à l'intérieur de la Russie. Ce sont des drones de 4 mètres de long. Ce sont de petits avions, de petits Cessna. Et quand ils sont abattus, ils sont chargés de carburant et d'explosifs. Plus ils vont loin, plus la charge explosive qu'ils transportent est faible, parce qu'il leur faut beaucoup plus de carburant pour y arriver. Et ce sont ces moteurs à 2 pistons. Et si vous n'avez jamais entendu ces drones, enfin, moi j'en ai vu un être abattu à 500 mètres de moi. Et voilà le bruit que ça fait. Alors, désolé pour tous ceux qui entendent ça très fort, d'accord? Vous êtes là et vous vous demandez, mais c'est quoi ce bordel? Vous savez, c'est putain de fort, alors que c'est encore à un demi-kilomètre de vous. Et puis ça fait boum. Ah d'accord, il a été abattu. C'est genre putain, qu'est-ce qu'ils sont bruyants. Un moteur très bas de gamme à 2 pistons, comme une tondeuse à gazon qui tourne à très haut régime. Une tondeuse à gazon qui tourne à très haut régime. Mais ces drones, vous savez, quand ils tombent, enfin, quand ils sont pleins d'essence, de carburant, quand ils tombent, ils provoquent des incendies. Donc une grande partie des dégâts qui se produisent, en réalité, vient de drones abattus qui tombent. Alors maintenant, ce drone qui est allé loin à l'intérieur. La façon dont les apologistes de l'Occident ont justifié ce qui s'est passé là-bas, c'était « Oh, il a été abattu, c'est pour ça qu'il a touché des civils. » Non, il n'a pas été abattu, il n'a pas été abattu. Il y a un système Pantsir à l'entrée de cette baie. Il ne tire pas vers l'intérieur, il tire uniquement vers l'extérieur. Et si vous regardez ce drone, ainsi qu'une vidéo de ce drone, on ne voit aucune munition traçante tirée contre lui. Nulle part. Il n'y a pas de fumée qui s'en dégage. Aucun morceau ne s'en détache. Il a été dirigé directement contre des civils sur la plage. Voilà, c'était un meurtre prémédité. Qu'il y ait eu un Américain aux commandes ou derrière la programmation, ou un Ukrainien, cela ne change rien. C'était le meurtre par l'Occident de civils russes. Enfin, c'est directement ce que c'était. Et la responsabilité doit aller exactement là où elle doit aller, à Washington, à Londres, en Ukraine et à Bruxelles. Ce sont les meurtriers, et leurs sbires sont les meurtriers qui contrôlent ces drones ou les programmes. Permettez-moi de remettre la carte, parce qu'il y a autre chose qui s'est passé hier. Voici la région de Kharkov. Il a été rapporté à Kharkov que la zone, ils disent Ivanovka. Il est indiqué que les forces armées russes ont établi le contrôle sur Ivanovka. Laissez-moi vous montrer Ivanovka ici. Ivanovka est là. Ici. C'était Ivanovka, dans la région de Kharkov. Oui. Ou est-ce une ville? Région de Kharkov, d'accord. Mais Ivanovka fait partie de la ville de Kharkov. Quand je dis région de Kharkov, je parle de l'oblast de Kharkov.
Oui. Donc Ivanovka, oui, les forces russes ne sont pas si proches. J'aimerais qu'elles le soient, mais elles sont encore en réalité assez loin de Kharkov. Ivanovka devrait se trouver au nord-est. Je ne sais pas si ça va apparaître. Certaines de ces localités, ce ne sont même pas des villes, ce ne sont même pas des hameaux. Is it gonna be some sort of Est-ce que ce soit une sorte de région qui reliera de nombreuses routes, de nombreux axes? many roads, many, paths? Well, Russia right now is Eh bien, en ce moment, la Russie prend et nettoie le nord-est de l'oblast de Kharkov, tout en avançant vers Soumy. Et même si Soumy se trouve au nord-ouest, c'est un important nœud logistique. Parce que si vous regardez Soumy, il y a des axes majeurs, pas seulement des voies ferrées. Il y a de grandes routes venant de Tchernigov et de Kiev vers Soumy, de Soumy vers Koursk, qui est la route qu'ils ont utilisée lors de l'invasion de la province de Koursk et qui alimente directement Kharkov. Donc Soumy, oui, vous pouvez voir ces routes juste là, ces grands axes. C'est donc la N12 qui va vers Kharkov. Donc si vous prenez Soumy, même si c'est à environ So if you take Sumy, even though it's about N12, N12. no, that's N. That's an N. Non, ça c'est un N. C'est un N. C'est un N cyrillique. Ça ressemble à un H latin. Donc oui, c'est la N12. Et ça, ce n'est pas un P. C'est un R en cyrillique. Donc oui, c'est la R61, je crois. C'est bien la R61? Non. Si. Donc cette route, la N12, mène à Kharkov. La coupée supprimerait aussi une grande partie de la logistique qui va à Kharkov pour soutenir Kharkov. En plus, Kharkov est fermé au nord, Kharkov est fermé à l'est. Et il ne reste plus que le sud pour la logistique vers Kharkov. Et ça passe par le fleuve Donets-Seversky, ainsi que par quelques autres zones fluviales. Donc il y a beaucoup de ponts. Une fois qu'on commence à couper ces ponts, il devient beaucoup plus facile d'isoler réellement Kharkov de l'avancée. Mais d'abord, Soumy, juste pour couper la logistique. But first Sumy, just to cut the logistics. If you zoom out a bit more, that you'll probably be able to see the Si vous dézoomez un peu plus, vous pourrez probablement voir les routes, les grands réseaux routiers. Et vous voyez ces routes, celles qui sont numérotées. Elles partent de Kiev, elles partent de Tchernihiv. Toutes ces provinces, pour que les gens comprennent bien, portent le nom de leur ville capitale. Donc si c'est écrit « région », c'est en fait ce qu'ils appellent une province. C'est simplement la province de Soumy. Pour une meilleure traduction, il faudrait dire « province de Soumy ». Mais pour une raison ou une autre, les gens ne traduisent pas correctement. D'ailleurs, « temple orthodoxe », c'est une mauvaise traduction. Ça m'agace parce que « khram » en russe signifie « temple », mais c'est un « khram » chrétien. En anglais, « temple » c'est pour les païens et pour le temple juif. Mosquée pour les musulmans et église pour les chrétiens. and church for Christians. But whoever translated didn't really know. Mais la personne qui a traduit ça ne connaissait pas vraiment bien la langue, alors elle a appelé tout ça « temple » et c'est resté. Donc de temps en temps, on se retrouve avec de mauvaises traductions qui foutent vraiment tout en l'air. Mais région, c'en est un exemple. C'est pas une région, c'est région. En russe aussi, c'est région. Et une région peut regrouper 4, 5 ou 6 provinces. Je veux dire la région de l'Oural. L'Oural, c'est 5 provinces différentes. Mais quand ils traduisent ça en anglais, pour une raison quelconque, ils utilisent le mauvais terme. Et c'est resté. Et il y a comme ça des mots qui ne font que semer la confusion. C'est province, d'accord? On pourrait dire État, si on voulait, mais en réalité, province est la traduction correcte d'oblast. Désolé de m'écarter du sujet, mais c'est une source majeure de confusion pour beaucoup de gens. A major confusion issue for a lot of people. Yeah. Then, Stas, your opinion Oui. on, the Alors Stas, blockade quel est votre avis sur le blocus d'Odessa? Il semble qu'au final, la Russie, je pense que sa vision ou sa stratégie, comme vous l'avez dit, avec la pression qu'elle exerce sur l'Ukraine, ne concerne pas seulement les exportations et les importations. Stratégiquement, elle cherche d'une certaine manière à contrôler Odessa sans y entrer, sans, vous savez, déployer de troupes au sol. Et il semble que cela ne va pas se produire.
troops on the ground, and that's not going to happen. It seems that Well, no, it'll happen. But Eh bien non, ça arrivera. Mais pour mettre des troupes au sol, vous le saurez bien avant, parce que premièrement, la Russie doit traverser et reprendre la ville de Kherson. Ensuite, une fois qu'elle sera établie à Kherson, elle devra prendre Mykolaïv, parce qu'on ne peut pas contourner Mykolaïv. Il faut prendre Mykolaïv si l'on veut aller à Odessa. Puis on va à Odessa, parce que c'est ainsi que sont organisés les réseaux routiers. Il n'y a tout simplement aucun moyen de faire autrement. Si vous essayez de faire venir des marines, rien que pour les débarquer, ce sera quasiment impossible. Just to land Marines, it's going to be near this is impossible. Kherson. Kherson. Yep, this is Kherson. It's right now in Ukrainian control. Oui, ça c'est Kherson. En ce moment, c'est sous contrôle ukrainien. Donc, une fois que la Russie aura pris Kherson, si vous regardez juste à côté, les Ukrainiens l'appelleront Mykolaïv. Ils écorchent les noms de tout le monde. C'est leur marque de fabrique. C'est Nikolaïev. Ici, c'est Nikolaïev. Oui. Et puis, une fois Nikolaïev prise, il y a Odessa. Donc, il faut suivre la grande route principale. Le problème, c'est qu'il y a un nombre limité de ponts si vous longez le littoral. Et vous ne pouvez pas contourner Nikolaïev, parce que si vous la contournez sans la prendre, elle devient une épine dans votre flanc, depuis laquelle les Ukrainiens peuvent lancer des attaques sur vos flancs. Qu'on le veuille ou non, Nikolaïev doit être prise. Ensuite, vous pouvez avancer vers Odessa. Mais le fait est que, lorsque vous prenez Nikolaïev, vous ouvrez aussi tout le centre de l'Ukraine. Thing is, though, when you take Nikolaev, you also open up all of central Ukraine. So even if you can feint toward Odessa and go into a different Donc même si vous pouvez faire une feinte en direction d'Odessa et partir dans une autre direction si vous le voulez, ça va poser beaucoup de problèmes aux Ukrainiens. that's just how, I mean, Oui, like I said, c'est simplement comme ça. Enfin, comme je l'ai dit, vous saurez quand Kherson sera prise. Ce sera un indice majeur. Je pense qu'avant la prise de Kherson, évidemment, ils vont avancer. Les 2 ou 3 cibles principales ici seront bien sûr l'agglomération de Drushkivka, Kramatorsk et Slaviansk, qui est déjà en train d'être pilonnée. Et à partir de là, vous pouvez foncer directement vers l'est de la ville de Dniepropetrovsk, vers Sumy au nord, et vers Orekhov, en Zaporojie, puis directement vers la ville de Zaporojie. Et ensuite, Kherson sera développé. Zaporozhye city. And then Kherson will be developed afterwards. Because once those areas are taken, Car une fois que ces zones seront prises ou en cours de prise, surtout une fois que la zone des 3 villes sera prise, les Ukrainiens n'auront plus de ligne de front solide. Il n'y aura plus rien, plus de fortifications. La différence ici avec ces 3 villes, c'est qu'avant, les Ukrainiens n'étaient pas seulement fortifiés sur la longueur, ils l'étaient aussi en profondeur. Donc, chaque fois que la Russie les chassait d'une ville fortifiée, ils se repliaient simplement sur la ville fortifiée suivante. C'était à 5 ou 6 kilomètres, parce que ces réseaux routiers parallèles suivent un axe nord-sud. Ils se repliaient juste sur le suivant, ou de l'autre côté d'une rivière, vers le suivant. Eh bien, le problème pour eux, c'est que c'est la fin, c'est la dernière ligne. Et derrière cette dernière ligne, il y a des champs ouverts. and behind this last line are open fields. Those open fields are already under Russian Ces artillery. champs ouverts sont déjà sous le contrôle de l'artillerie, de l'aviation et des drones russes. Donc, entrer et sortir est difficile. C'est encore possible, mais difficile parce qu'il faut traverser des champs. Et dans 1 mois et demi, ou même dans 1 mois, quand la saison des pluies commencera, ça peut être mi-septembre, ça peut être fin septembre, ces champs seront impraticables. Vous n'irez nulle part. Vous ne pourrez emprunter que des routes bien stabilisées. Donc, cela facilite énormément le ciblage. Alors, tous ceux qui sont encore coincés dans ces villes n'ont qu'un ou 2 choix, la morgue ou un camp de prisonniers de guerre. Il n'y a pas d'autre option. Ils ne sortiront pas. C'est tout. Et il n'y a aucun endroit où se replier. Il y a, je crois, 50 kilomètres à parcourir à pied jusqu'au prochain. Vous n'arriverez pas à traverser ça. You're not going to make it across that. So C'est comme ça. anybody sticks around long enough that the rain comes. Donc, si quelqu'un reste assez longtemps pour que la pluie arrive, c'est fini. Il est perdu. Et je pense que, pour les Ukrainiens, ça doit être un coup dur pour le moral, parce qu'ils savent désormais qu'ils n'ont aucun endroit où se replier.
Il y a quelques fortifications de campagne, ils ont creusé des tranchées, mais elles sont à découvert, en terrain découvert. Elles sont peut-être adossées à un village qui n'a pas été préparé. Ils n'ont nulle part où aller. S'ils restent, ce sera leur cimetière. Et on dirait qu'ils vont rester là, dans leur cimetière. Un rapport publié hier indiquait que les forces armées ukrainiennes avaient perdu 1375 militaires en une seule journée. C'était hier. C'est une journée plutôt légère. Oui, ça l'est. Non, c'est une journée légère. Oui, ils ont en moyenne environ 2000 morts par jour, et on estime qu'il y a environ 3000 blessés, dont probablement la moitié sont invalides et ne retourneront pas sur la ligne de front. Cela fait 14 000 morts en un mois. Pour que les gens comprennent bien, en un mois, cela fait plus de morts que les États-Unis n'en ont subi au Vietnam en quoi 6 ans. Oui, et ça c'est en un mois. Incroyable. C'est le Vietnam tous les mois pour les Ukrainiens. Et ça ne compte même pas les blessés, les prisonniers de guerre, les déserteurs. Beaucoup de déserteurs n'ont pas déserté. Ils sont simplement morts. Et ils ne sont pas comptabilisés. Parce qu'alors, ils n'ont pas à verser d'indemnisation. C'est un déserteur. On n'a pas à indemniser sa famille. Et oui. Ou alors, ils ont été découpés pour leurs organes. Encore une fois, je le répète, je l'ai dit souvent. Les gens ne comprennent pas ça. Les organes humains ne viennent pas de corps morts. Ils viennent de corps vivants. Dès que le sang cesse de circuler et que les cellules commencent à manquer d'oxygène, il y a nécrose. Les cellules meurent. Il faut prélever un organe vivant sur un corps vivant. Et l'Ukraine autorise l'exportation d'organes, elle la taxe, et elle aurait gagné quelque chose comme 4 milliards de dollars grâce aux organes l'an dernier. Réfléchissez à ça. De combien d'organes ils les dépouillent? Et qui est le candidat idéal? Oh, le gentil gars de 25 ans, relativement en bonne santé, avec une blessure à la jambe. Venez par ici. On va vous rafistoler. Je veux dire, j'ai vu des vidéos, il y a des choses qu'on ne peut pas effacer de sa mémoire. J'ai vu suffisamment de morts sur des champs de bataille. Mais là, ce ne sont pas des morts au combat. C'est une boucherie qui a été prise d'assaut avant qu'ils puissent détruire les preuves. Ils font simplement tourner ce marché noir d'organes avec ces médecins spécialisés dans les organes. Ils devraient tous être détruits, sans procès. Il faut juste les détruire, parce qu'ils ne les traduiront jamais en justice. Ce sont des salauds sataniques. Ils ont fui. Et la vidéo, c'était pas seulement des soldats ukrainiens qui avaient été découpés pour leurs organes. Des femmes, des hommes du coin, des enfants. C'est une usine de boucherie. C'est un charnier humain. Voilà donc ce que l'Occident encourage au passage. Et ça s'est produit dans plusieurs endroits. Ça s'est produit en Yougoslavie, à plus petite échelle, mais ça s'est produit. Ça s'est produit en Tchétchénie, ce n'est pas nouveau. Et en Ukraine, ça se produit depuis 2014. Alors, le nombre de civils tués par l'Ukraine et par ces salauds de soutien, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Je veux dire, on exhume régulièrement des fosses communes dans les territoires qui ont été repris. Des civils, les bras, les mains attachées dans le dos, abattus d'une balle dans la nuque, la gorge tranchée. Donc ce sera quelque chose qu'il faudra traiter et élucider au cours des 5 à 10 prochaines années. Retrouver toutes ces personnes et leur donner une sépulture. Donc oui, c'est... Hier, Medvedev a déclaré que si le peuple ukrainien ne trouve pas de nouveaux dirigeants rationnels, le pays va inévitablement vers sa destruction. Il affirme aussi que Zelensky avance activement vers la fin de sa carrière en tant qu'instrument jetable de l'Occident dans la lutte contre la Russie. Comment voyez-vous le statut de l'Ukraine et ce qui s'y passe? Zelensky a récemment limogé des commandants en Ukraine. Syrski a été limogé. Et vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Personne ne parle de ce qui s'y passe.
What is going on in Ukraine? Nobody's talking about what's going on in Ukraine. Well, Zelensky's trying to stay alive. Eh bien, Zelensky essaie de rester en vie. Il aime respirer, sniffer de la coke et faire je ne sais quelles autres choses. Écoutez, quelque part dans son cerveau embrumé par la drogue, l'idée doit bien commencer à se former qu'il ne sortira pas vivant de tout ça. Je veux dire, quand on comprend qui il est et ce qu'il sait, personne ne le laissera vivre. C'est pour ça que sa sécurité est britannique ou anglo-saxonne. C'était des Britanniques. Je ne sais pas qui assure sa sécurité en ce moment, mais ce ne sont certainement pas des Ukrainiens. Bref, ce type ne sortira pas vivant de là. Est-ce qu'il s'en rend compte ou non? Je ne sais pas. Mais il écarte les gens qui lui font de l'ombre, en essayant de garder juste. Je veux dire, ils sont tous corrompus. Ne vous méprenez pas. Ceux qui le surpassent volent toujours, à gauche et à droite. Ils sont peut-être simplement plus compétents que lui. Zaloujny. Enfin, Zelensky a cette tendance. Il promeut, disons, des généraux 1 étoile au rang de généraux 4 étoiles, puis il s'attend à ce qu'ils soient ses chiens de compagnie. Il l'a fait avec Zaloujny. Il l'a fait avec... et il l'a fait avec ce dernier type. Comment s'appelle-t-il? Drapery, ou quelque chose comme ça. Et ce dernier homme s'est illustré comme lieutenant-colonel quand il a repris Mariupol à des manifestants civils au début de tout ça. Il en a abattu beaucoup, les a écrasés avec des BMP, leur a tiré dessus, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il s'est illustré, en assassinant des civils. Et c'est ce qu'il est. Ensuite, Zaloujny, son surnom, c'était Général 200. 200, c'est la catégorie pour les morts au combat. Donc le général des morts au combat, parce qu'il faisait tout ce qu'on lui disait et qu'il envoyait des troupes au casse-pipe. Zaloujny, lui, a vraiment essayé d'être un général et de faire les choses comme il l'entendait, c'est pour ça qu'il s'est attiré des ennuis. Mais l'autre point, c'est que, même si vous avez Zmei Gorynych en Ukraine, Zmei Gorynych, dans le folklore slave oriental, c'est un dragon à 3 têtes. Parce qu'un dragon à une tête, ce n'est pas suffisant pour un slave. Nous, on ne fait pas les choses à moitié. Il nous faut 3 têtes. Bon, il faut bien que j'apporte un peu d'humour là-dedans. Mais le dragon à 3 têtes, dans ce cas, c'est la CIA, le MI6 et le Mossad. Le Mossad est impliqué jusqu'au cou en Ukraine, et ce depuis 2014. Ne faisons pas comme si ce fait n'existait pas. Israël marche un peu sur une corde raide pour ne pas trop énerver la Russie, mais il l'énerve quand même pas mal. Et le Mossad est partout là-bas. Donc à ce stade, c'est peut-être un dragon à 3 têtes, mais elles se mordent entre elles. Les 3 têtes se mordent parfois entre elles. Donc on voit bien pourquoi il est ambassadeur au Royaume-Uni. Et qui sont ses soutiens? Le MI6. Zelensky est le chouchou de la CIA. Donc à ce stade, oui, le MI6 veut imposer son numéro 1. La CIA insiste pour garder son numéro 1. Mais c'est une grande partie des luttes internes au quotidien. Et encore une fois, Zelensky essaie d'écarter tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre ou le remplacer. Et bien sûr, il est paranoïaque. Il est absolument paranoïaque. Il l'est en partie parce que c'est un drogué et en partie parce qu'il sait qu'il va mourir. Sa meilleure chance, c'est de déclencher la 3e guerre mondiale. Sa meilleure chance de survivre, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes Américains reviennent en petits morceaux et dans des sacs mortuaires, que beaucoup de jeunes Britanniques reviennent en petits morceaux et dans des sacs mortuaires, que beaucoup de jeunes Allemands reviennent en petits morceaux et dans des sacs mortuaires. C'est sa meilleure chance de survivre et de continuer à gagner de l'argent. Que tous ceux qui écoutent prennent bien la mesure de ça. Et d'ailleurs, pour Netanyahou, c'est pareil. Sa meilleure chance de survivre, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes Américains et tous les autres reviennent dans des sacs mortuaires après avoir combattu l'Iran. Même chose, mêmes animaux.
It was reported by ABC News yesterday. ABC News a rapporté hier que le Pentagone avait relevé prématurément de ses fonctions le commandant du 5e corps d'armée américain, chargé de coordonner l'aide militaire à l'Ukraine et de gérer les troupes dans l'est de l'OTAN. Et nous savons que, pendant la guerre, ils ont eu recours à beaucoup de ces mercenaires. Quelle est la situation concernant les mercenaires? Et qu'en est-il des responsables? Ils parlent, vous savez, des forces américaines qui sont officiellement sur place. Je ne parle pas des mercenaires, mais des responsables payés par le gouvernement qui font officiellement partie de l'armée et qui sont actifs en Ukraine. Quelle est la situation à ce sujet? Eh bien, comment s'appelait ce type? Aguara. Lui, en tant que général, il a été limogé parce qu'il se saoulait trop. Il supportait un peu trop bien la vodka en Ukraine. Ce type-là, je ne sais pas pourquoi il a été limogé. Je peux pas le dire. Mais parmi toutes les possibilités, il a dit la vérité. Trump n'aime pas la vérité. Il ne veut rien entendre qui soit vrai. C'est comme s'il ne voulait pas entendre qu'il ne peut pas gagner contre l'Iran. Il ne veut pas l'entendre. Mais apparemment, il a essayé de limoger Vance. Mais on ne peut pas limoger un vice-président. Heureusement pour Trump, il n'a jamais lu la Constitution des États-Unis. Sinon, vous savez, ça aurait peut-être été moins heureux pour le peuple américain. Donc oui, je ne sais pas pourquoi ce type a été viré. Mais la question des mercenaires. Eh bien, d'abord, pour comprendre la position de l'armée ukrainienne, il suffit de reprendre ce qu'elle a dit. Son objectif est que 40 à 60% des troupes d'assaut soient des mercenaires, soit des étrangers. Ils n'ont pas dit mercenaires, ils ont dit étrangers. C'est le poste où vous vous dites « je vais mourir très vite », parce qu'ils font des attaques en vagues humaines et des attaques suicides pour des raisons de relations publiques. Donc vous savez, si vous comptez sur 60%, ou disons simplement 40% de ces troupes, avec des étrangers qui arrivent en disant « Oh oui, j'ai vraiment envie de mourir pour l'Ukraine ». Oui, bien sûr. La majorité des mercenaires ne veulent pas mourir. Ils veulent se battre, surtout s'ils peuvent s'en prendre à des femmes, à des enfants et à des personnes âgées. Ça, c'est un bon combat. On peut se faire un peu d'argent comme ça, prendre son pied, sans trop risquer sa vie. Les mercenaires ne sont pas là pour mourir, ils sont là pour gagner de l'argent. Mais ils recrutent principalement, et en grand nombre, des Colombiens, des Vénézuéliens et des Brésiliens. Bien sûr, on ne leur dit pas qu'ils vont se retrouver dans une unité d'assaut. Ils le découvrent à leur arrivée. On leur dit qu'ils seront instructeurs ou gardes à l'arrière, peu importe. Tout ce qu'il faut pour qu'ils s'envolent vers l'Ukraine, signent un contrat, et après, c'est fini. Vous êtes désormais notre bête. On fera de vous ce qu'on voudra. Donc les mercenaires sont toujours là. Mais ils ont changé. Il y a beaucoup moins d'Européens. Beaucoup de ces mercenaires ont tous pris la fuite, ou ils sont morts. Pas tout le monde, bien sûr. Il y en a qui sont vraiment jusqu'au boutiste. Je veux dire, juste pour vous donner un exemple. La Légion géorgienne, qui je crois s'appelle désormais la Légion internationale, compte peut-être une centaine de Géorgiens qui combattent en ce moment. La Légion géorgienne russe en compte environ 400. C'est juste un exemple. Oui, donc vous savez, c'est juste pour comprendre la différence. J'en ai discuté avec Pat Abouladze. La Légion géorgienne russe. Je mettrai la vidéo en ligne sur YouTube plus tard ce soir, enfin, selon mon heure à moi, sur AI Translate. Vous pourrez l'entendre lui-même. C'est l'un des fondateurs du parti Rêve géorgien, et c'est un bon ami à moi. Nous avons parlé de la Légion géorgienne, justement. C'est l'une de ces choses qui sont passées sous les radars, la Légion géorgienne russe. Mais elle existe, et elle grandit. C'est donc un autre problème pour Washington. Oui, laissez-moi juste évoquer votre chaîne YouTube avant de conclure. Sus.
Oui, la vidéo n'est pas encore en ligne. Je viens juste de la télécharger. Je n'ai pas encore fait tous les réglages nécessaires, mais elle sera disponible. Mais vous utilisez votre chaîne YouTube. Oui, ce sera sur la chaîne YouTube. Let me just bring it up for our audience. Je vais juste l'afficher pour que notre public puisse te suivre sur ta chaîne, parce que je sais que tu cartonnes vraiment sur ta chaîne. Merci, merci. Allez-y, et s'il vous plaît, abonnez-vous à Sus sur sa chaîne YouTube. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la Russie, et grâce à ses invités. Et nous avons des invités en commun, des invités que nous recevons tous les deux, mais lui a sa propre compréhension, sa propre façon de mener les interviews, rally, ce qui est absolument formidable, à mon avis. Interviewing, which is so amazing in my opinion. Thank you. By the way, I've started a new. Merci. Au fait, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos. Pour l'instant, il n'y en a qu'une en ligne. Je travaille à en préparer une deuxième, l'histoire de la Russie. Pas les conneries que l'Occident est en train de tordre et de retourner aujourd'hui. Parce que c'est juste, l'Occident a toujours eu son propre biais sur l'histoire russe. C'est normal, on s'y attend, tout le monde a son biais. Mais là, ils sont carrément passés en mode fabrication. Je veux dire, ils inventent tout de A à Z. Ces nations ukrainiennes médiévales. Où ça? Elles n'ont jamais existé. Mais ils ont créé de nouveaux royaumes ukrainiens, des royaumes médiévaux. Vraiment? Waouh! Alors les Hongrois ou les Polonais qui se trouvaient dans ces régions, ils en pensaient quoi de celle-là? Même des chaînes comme Gods and Generals, qui était une bonne chaîne, ont avalé le discours de l'USAID et se sont mis à produire cette merde. On les interpelle là-dessus, et ils continuent d'en sortir. C'est comme ça, vous voyez. J'imagine que l'argent parle, et ils produisent ces conneries. Donc l'autre chose, c'est que j'essaie d'aller plus en profondeur, au lieu de simplement survoler le sujet, parce que l'histoire, c'est un peu mon dada, vous voyez. J'ai vraiment commencé à aimer l'histoire en première. C'était l'histoire américaine. La prof qu'on avait l'enseignait comme si c'était l'Évangile. C'était le début d'un nouveau programme. Donc elle vous donnait tout, pas seulement des dates. On enseigne l'histoire comme une suite de dates et de noms. Et c'est ennuyeux. Les gens ne comprennent pas comment tout s'articule. L'histoire, ce sont des tendances. C'est ça que c'est. Ce ne sont que des tendances. Et généralement, elles sont cycliques. March 2. Oui, c'est mon premier. Je travaille sur le deuxième qui va porter sur Igor et Olga. J'ai mentionné Igor. Igor était le fils de Riorik. Olga, qui a connu une mort tragique à cause de son avidité. Et Olga était son épouse. Elle est devenue d'ailleurs la première sainte orthodoxe des terres russes parce qu'elle s'est finalement convertie à l'orthodoxie. À l'époque, c'était une païenne déchaînée, très sanguinaire, une païenne déchaînée. Ensuite, elle est devenue tout le contraire. D'ailleurs, son petit-fils, Saint Vladimir, le Soleil Rouge, c'était pareil, un païen meurtrier et déchaîné. Puis il est devenu chrétien et il est devenu un homme tout à fait différent. Et c'est sous son règne que nous avons commencé à être envahis par l'Ouest, par ces invasions européennes. Ils n'aimaient pas le fait qu'ils commencent à mettre en place un gouvernement, un vrai gouvernement, tout ça. Donc maintenant, il faut envahir la Russie. Cela fait 1000 ans qu'il y a des invasions. Je pense que c'est comme ça que vous avez commencé l'histoire. Je pense que c'est très important. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce que tout est façonné, comme vous l'avez dit, par les médias dominants. Et c'est tellement superficiel. Toute la compréhension est tellement superficielle à diaboliser ceci et cela. C'est juste, vous avez déjà vu la série Vikings. Have you ever seen the series Vikings? No. Okay, so there was a series called Vikings. Non. And they took basically. D'accord. Alors, il y avait une série qui s'appelait Vikings. Ils ont pris, en gros, 400 ans d'histoire et les ont condensés en environ 70 ans, voire moins que ça. Mais à un moment, ils vont en Russie, dans l'avant-dernière saison. Je la regardais de temps en temps. Mais quand ils sont arrivés à la partie russe, c'est là que j'ai arrêté de la regarder. Et les Russes, qui sont des guerriers slaves, en fait, à l'époque où l'action est censée se dérouler,
ce seraient encore simplement des guerriers slaves. Ils ne se seraient pas vraiment encore mélangés aux Russes, qui étaient d'un roi. Je ne vais pas les appeler des Vikings. Les Slaves aussi sont des Vikings. Les gens ne le savent pas. Les Vandales, les Sorabes et les Russes étaient des Vikings. Viking, c'est un métier, piller ou commercer. Ça dépend de la taille du type en face. Viking's a career, raid or trade, depends how big the other guy is. The Swedes were raiding yearly into Russia. Les Suédois menaient des raids chaque année en Russie. Et sur les terres russes, les Russes menaient chaque année des raids sur les terres suédoises. Ça a duré comme ça pendant environ 200 ans. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Et ils brûlaient des villages suédois, tout comme les Suédois brûlaient des villages russes. Enfin, c'était assez brutal. Mais ils arrivent là-bas et ils montrent ces guerriers russes. D'abord, tout, le décor, tout est noir, d'accord? Il faut que ce soit lugubre. Il faut que ce soit noir, d'un sadisme autocratique, vous voyez. Tout le monde est habillé en noir. Il n'y a pas une seule putain d'autre couleur que le noir. Et le ciel est toujours gris et il neige. Parce que la Russie n'a qu'une seule saison, la neige. On a la neige légère, la grosse neige, la neige vraiment terrible. Mais on a de la neige. En Russie, il n'y a pas de verdure. Il n'y a que de la neige. Je ne sais pas ce qu'on mange, bordel, mais apparemment, on mange juste de la neige. On ne fait rien pousser. Il n'y a que de la neige. Et les guerriers russes, historiquement, ne ressemblaient pas tant que ça aux autres peuples qui les entouraient, ni aux Nordiques, parce qu'ils portaient tous, en gros, les mêmes auberts en côte de maille, ou chemises de maille. Les casques varient. C'est généralement comme ça qu'on distingue les gens grâce aux casques. Non, ces types sont tous habillés comme des Mongols. Ils sont tous Mongols. On dirait ces guerriers mongols emblématiques, avec de grands chapeaux mongols. Oui, c'est juste, oui. Et c'est tous les stéréotypes que Hollywood pouvait y mettre. Vous l'avez bien compris. Donc oui. Et tant qu'on y est, c'est aussi une orthodoxie. Mais oui, C'est regrettable. Et c'était avant février 2022. Oui, je crois que c'était en 2020. Thank you. merci. Merci Stanislav d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. As always. C'est toujours un plaisir, m'de. À bientôt. C'est toujours un plaisir, m'de.